Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que cette vidéo, je vais réussir à aller jusqu'au bout puisque mon portable m'a lâché tout à l'heure. Voilà, il a un petit peu de mal, il commence à vieillir, il a du mal à se recharger, donc c'est toujours un bonheur quand vous commencez une vidéo, vous ne la terminez pas, pardon. Attends, je vais remettre un petit peu plus. Voilà, comme ça, je préfère. Comme vous voulez voir, je suis à la lumière électrique. Alors, non pas parce qu'il fait mauvais, mais parce qu'il fait une chaleur à crever dehors. C'est intenable. Donc, en fait, là, on est complètement calfeutré. Tout est fermé toute la journée. Bon, c'est le problème du Nord, hein, c'est qu'on a de la pluie quasiment toute l'année. Et quand il fait chaud, on monte dans des températures qui sont voilà, intenables et on n'en profite pas non plus. Voilà, sinon je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire enfin mon bilan du mois de la fantaisie 2023 organisé par Steph de Pikitty. Bilan malheureusement que je n'ai pas réussi à tenir puisque je n'ai pas réussi à faire une des catégories qui était celle du gros pavé. J'avais mis, comment ça s'appelle? Les enfants, je commence, ah non c'est pas ça, les monstres ordinaires. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Alors, j'ai trois beaux bouquins comme ça de chez De Saxus, reliés et tout, que je voudrais lire, que je n'ai pas le temps de lire. Et celui-là en faisait partie, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Il y a une catégorie où j'ai lu deux livres, mais celui-ci, mais j'ai pas réussi tout à fait le challenge. Voilà, donc je vais pas traîner. Par contre, il y a des livres, je les ai déjà lus dans le cadre du Tarot Books Challenge. Donc, comme je vous ai déjà fait une review de ces livres, je ne vais pas en reparler, je vais peut-être juste les évoquer, mais je ne vais pas encore vous refaire une chronique des livres déjà lus. Alors, sans plus attendre, j'ai commencé tout de suite. Donc ça se présentait sous forme de menu en fait, comme dans un restaurant. Donc c'était le menu restaurant éphémère Fantasia. Alors nous avions des entrées au début. Le premier c'était Petite douceur surprise du chef, saga chouchou, livre court. Alors moi j'avais choisi Vol sous le clair de lune d'Alice Latil, qui est un auto-édité. En fait, on va suivre la communauté des plumes bleues. Ce sont des oiseaux. Et elles ont un gros problème, c'est que les ressources viennent à manquer. Donc leur chef décide de limiter le nombre d'œufs par couple. Et il limite ça à un. Alors évidemment, ce roman n'est pas sans faire penser à, voilà, où il fait des parallèles avec notre monde. Là, ça fait fortement penser à la politique de l'enfant unique qui avait été mise en place par la Chine et avec les conséquences désastreuses que ça a eu. Or, les parents de notre héroïne oiseau, Mia, n'ont que deux œufs et ils refusent de sacrifier le deuxième. Donc Mia grandit à l'ombre de sa sœur dans le nid. Mais il y a un moment, bah, comme toute jeune oiselle ou comme jeune humain, elle voudrait aussi voler de ses propres ailes, sortir. Donc ses parents finissent par l'autoriser. On ne peut pas empêcher un oiseau de voler. Donc elle vole la nuit, elle va faire des rencontres. Son secret va être découvert. On va voir les conséquences que ça va avoir sur la communauté, sur ses proches aussi. Donc c'était un livre qui est assez court, qui se lisait très bien, qui parlait de sujets pas faciles parce qu'il parlait de voilà, je dis, ça rappelait la Chine et la politique de l'enfant unique, parce que ça parlait aussi des flux migratoires, du manque de ressources, de la recherche d'un territoire où on puisse vivre en paix, en liberté. Ça parle énormément de liberté, puisque Bia, c'est tout ce qu'elle veut, c'est être libre, c'est pouvoir voler, c'est pouvoir faire des rencontres. Et il y a aussi énormément de poésie dans ce roman. Malgré les sujets assez durs qu'il aborde, ça reste très, très poétique, très doux. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture pour ce côté-là, justement, pour cette douceur, pour cette poésie qu'il pouvait y avoir dedans. Voilà, je vous le conseille. Donc, il sera en vente, je pense, donc directement auprès de l'autrice ou sur Amazon. De toute façon, je vous remettrai les titres en barre d'infos. La deuxième entrée, c'était Les insectes sont nos amis, animaux, peur, défi. Là, j'étais partie plus sur la peur et le défi. J'avais choisi Le Royaume des damnés. Comme je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas vous en reparler ici. C'est un roman de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus, si je ne dis pas de bêtises, et qui voilà, parlait de sorcellerie. Donc, je ne vais pas vous en remettre une tartine encore une fois. En parlant de tartine, c'est le nom de la troisième entrée, Tartine de Lambasse. Elfe, fae, créature fantastique. Là, j'ai choisi La vie inattendue de Tom Riley pour le côté créature fantastique. Voilà. Hop,
je vous montre sur la tablette. Alors, c'est de William Harbour. Alors, c'est un auteur québécois. C'est édité au Québec aux éditions, je ne dis pas, Boomerang Jeunesse et en France aux éditions Kens. Alors là, c'est le tome 1, La Révélation. On va suivre un jeune homme, Tom, qui a 14 ans, qui se considère comme un ado assez banal dans la moyenne en tout. Que ce soit pour les notes, dans sa vie, voilà, il n'a rien d'extraordinaire. Ses parents sont de simples employés jusqu'au jour où il rentre chez lui et où ses parents sont absents. Et son oncle vient le chercher en urgence. Il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent autour de sa maison. Et en fait, il va découvrir que ses parents faisaient partie d'une agence, des trackers, qui ont pour mission de réguler, de surveiller les créatures fantastiques. Donc voilà, il va rentrer dans ce monde complètement inattendu. Alors c'est un petit côté Harry Potter dans le fait que Tom va devoir s'adapter à ce nouveau monde, va découvrir plein de choses auxquelles il ne s'attendait pas, où il va grandir, prendre confiance en lui. J'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il y a beaucoup de rythme. Il y a beaucoup d'humour aussi. Il y a de l'humour, quand même, un humour sous-jacent qui est assez important et qui est vraiment très agréable. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages de Tom et de son oncle, parce que son oncle se retrouve avec un ado sur les bras et il n'a pas l'habitude, il est un petit peu perdu, il n'a pas d'enfant. Tom voilà, il a un sens de la justice qui est assez, voilà, il supporte pas l'injustice. Il a un sens de la justice assez développé, même c'est amené assez finement par l'auteur d'ailleurs. Et, il va il va devoir s'adapter à ce nouveau monde. Et d'ailleurs, il y réussit très bien et on va le suivre et petit à petit, il va prendre confiance en lui. Il va aussi enquêter avec son oncle pour savoir ce qui est arrivé exactement à ses parents. Et vraiment, ça a été une bonne lecture parce que c'est bien rythmé, c'est bien écrit, c'est prenant, ça se lit tout seul. Alors, en littérature jeunesse, je le mettrai pour des bons lecteurs, peut-être à partir de 10-12 ans, pour comprendre toute l'intrigue. Un très bon lecteur, je dirais à partir de 9 ans, il peut le lire. Il n'y a pas de scène trop violente. On rencontre des créatures qui s'apparentent un petit peu au Bigfoot. C'est assez rigolo. En même temps, on voit aussi que ces créatures sont obligées de vivre en marge de la société humaine et qu'elles en souffrent, notamment les ados. Tom Riley rencontre des ados qui sont des créatures fantastiques en même temps. Toutes ces créatures voient ces ados voient comment vivent les ados humains, ils aimeraient vivre la même vie qu'eux, sauf qu'ils ne peuvent pas sortir, ça leur est interdit, donc ça crée des tensions aussi. Je pense qu'on va voir dans le second tome ce qui va arriver aussi au niveau de cette communauté de créatures fantastiques. Voilà, c'était vraiment une très bonne lecture, et je vous dis, il y avait beaucoup de bienveillance, je trouvais, sur la façon dont l'auteur écrivait, sur la façon dont il décrivait ses personnages, le regard qu'il portait sur eux. Voilà, c'est une très bonne lecture, même pour la grande adulte que je suis, j'ai vraiment beaucoup aimé et je lirai aussi le tome 2 sans problème. Ensuite, pour la quatrième entrée, on a beaucoup d'entrées, hein. Alors, c'était Salade César, mythologie ou high fantasy. Je suis partie un petit peu dans la mythologie légende, on va dire, en partant vers le mythe du vampire, avec le règne du sang, tome 1, partie 1, Les disparus des Carpates de Marie-Léa Pacchieri, c'est aux éditions des Tourments, c'est une maison d'édition indépendante aussi, voilà, qui est un livre très court, donc un petit peu de frustration à la fin parce qu'on a envie de connaître la suite. En fait, j'ai trouvé ça bien parce que on retourne vraiment, je trouve, au fondement du mythe du vampire. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout dans le glamour, hein, c'est pas Twilight, hein, on est complètement à l'opposé. Déjà, ça se passe au XVIIe siècle, ça se passe dans les Carpates, qui est le lieu où a vécu le comte Dracula. On retrouve des vampires qui sont très sanguinaires, très cruels, qui sont impitoyables avec les humains, même entre eux. On est dans du roman quand même qui a un bon côté horrifique, hein. Voilà, je vous dis, il y a aucune pitié envers les autres, envers les humains. Même entre eux, ils sont très durs, les vampires. Il y a des scènes assez violentes, notamment sur Solène, qui est une jeune humaine. Il y a une scène d'accouchement qui est très particulière, elle aussi. Bon, après, moi, ça ne me dérange pas, mais je préfère vous prévenir. Voilà, on est limite de l'horreur. Donc, on va suivre. En fait, le récit commence avec deux vampires. On le devine par la suite, qui enlève une petite fille à sa famille. Et
on suppose que la petite fille, c'est celle qu'on retrouve des années plus tard, qui est la compagne d'une vampire, Genesis. Et elles sont toutes les deux dans un couvent. Et en fait, même si Genesis veut considérer Solène comme son amie, on va dire que c'est sa poche de sang, en fait. Genesis se nourrit au cou de Solène, en fait. Voilà, c'est par elle qu'elle se nourrit. Donc voilà, c'est une amitié un peu particulière, surtout que Genesis est rappelée auprès des siens, donc elle vient avec son humaine, elle veut la protéger, mais en fait elle s'occupe plus tellement d'elle après. Donc voilà, c'est un peu particulier, c'est-à-dire aussi que Genesis est très occupée parce qu'elle a des parents, notamment un père qui est chef de clan, qui est très dur, qui cache de nombreux secrets, et ils sont en guerre contre un autre clan. Donc ça a donné lieu à des batailles, et à la fin à des mystères et à des trahisons, des complots. Donc voilà. On se demande aussi, je trouve que le père de Genesis est très ambigu parce que c'est lui qui a réécrit l'histoire de la famille, qui se passe bien sûr sur des siècles. Et Genesis est une jeune vampire par rapport à tout ça. Et on se dit, mais c'est lui qui a écrit l'histoire, mais est-ce qu'il a écrit toute la vérité? Est-ce que c'est vraiment l'histoire telle qu'elle s'est passée? En plus, j'aime bien parce qu'il y a des passages dans le livre qui sont comme ça en italique, où on raconte la naissance, en fait, la jeunesse des vampires. On commence avec Lilith, évidemment, qui était la première femme d'Adam, et qui est considérée comme la reine des enfers, la reine des démons dans certaines mythologies, dans certaines littératures. Donc ça commence avec elle. On voit aussi comment il y a eu plusieurs clans qui se sont formés de vampires. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce retour aux sources, ce côté horrifique, ce côté, voilà, les vampires, ok, ouais, ils ont du charme, hein, les vampires dans le livre, ils sont quand même montrés comme comme des beaux gosses, si je peux dire, mais on sent quand même que, bah voilà, faut pas trop les titiller, pas trop les chercher, et que les humains sont rien pour eux, sont juste bons à servir voilà, de nourriture. Donc voilà, j'ai bien aimé ce petit côté retour aux sources. C'était une bonne lecture. J'ai hâte que le tome 2 sorte. Et c'est dommage, l'autrice est venue le week-end dernier dans mon secteur. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller. J'aurais bien aimé la rencontrer, savoir quand est-ce qu'elle elle sortait le tome 2 et lui faire... Enfin, j'ai une dédicace. Ouais, j'ai une dédicace déjà dans le livre. Mais bon, ça aurait été sympa d'avoir une deuxième dédicace et de rencontrer une autrice pour une fois qu'il y avait une autrice pas très loin. Ça aurait été bien. Ensuite, au niveau des plats, on passe au plat principal. Donc le premier était spécialité du monde, voyage Afrique-Asie. Alors là, j'ai pas eu trop à me creuser pour trouver, puisque j'avais dans mes services presse, j'avais Sirem et l'oiseau maudit de Yasmine Djebel aux éditions Rajo. Donc là, on est dans un monde d'heroic fantasy, mais matiné de légendes du Maghreb. Alors après, je ne sais pas si ça pioche vraiment dans les légendes du Maghreb, parce que je n'y connais pas grand-chose. Mais on est dans cette atmosphère-là, en fait. Voilà, on a l'impression d'être au Maghreb autrefois. Sauf que c'est un monde fantastique, avec des gens qui ont des pouvoirs. L'héroïne enfin Sirem a été adoptée par un ancien soldat. En fait, il y a eu une guerre entre plusieurs clans. Son clan à elle a perdu et donc maintenant ils vivent dans les bas-fonds. Voilà, ils vivent dans des conditions pas terribles. Ils sont sans arrêt sous la menace du clan qui a été vainqueur. Elle a eu la chance d'être adoptée par un soldat, un commandant même d'armée du clan qui a gagné. Donc elle a accès à un certain confort matériel, elle a accès à l'écriture, à la lecture. Voilà, mais surtout, on ne le voit pas trop sur la couverture, on voit un peu le dessin de ses vêtements. Elle porte, hop, si ça se remet droit, elle porte des vêtements un petit peu particuliers, puisque ses parents, avant d'être tués, sa mère lui a fait mettre une robe qui porte des signes. On va peu à peu découvrir ce que veulent dire ces signes. Ils ont rapport avec la mort, ce qui fait que les gens de son propre clan, quelque part, la repoussent parce qu'elle n'aurait pas dû survivre à ses parents. Elle a survécu et elle a ces signes qui ont rapport avec la mort et ça fait peur à tout le monde. On va comprendre pourquoi après. Malheureusement, son père adoptif va être arrêté et c'est là qu'elle fait la rencontre de cet oiseau maudit qui est en fait une femme qui a été transformée en oiseau et qui lui dit si tu m'aides à redevenir celle que j'étais, je t'aiderai à libérer ton père adoptif.
Donc Sirène se lance dans l'aventure avec cet oiseau, voilà, elle va faire des rencontres, des voyages. Et bon, ce qui est bien, c'est que c'est un one-shot, parce que moi, avec le paquet de sagas que je commence, je suis contente voilà, quand ça se termine aussi. Donc c'est bien, même si au début, je ne voyais pas trop comment ils allaient finir l'histoire, mais voilà, ça se finit, ça se conclut bien. Moi, j'étais contente de la conclusion. Il m'a juste manqué un côté un peu épique, un peu plus aventureux dans le reste du récit. Voilà, j'aurais voulu quelque chose d'un, je sais pas, d'un peu plus épique, d'un peu plus flamboyant, un petit peu moins long, bizarrement. Voilà. Alors que le livre doit pas être si long que ça, je pense qu'il doit faire dans les 300-400 pages. Et voilà, il m'a manqué ce petit côté-là. Sinon, c'était une bonne lecture, ça se lisait bien, mais voilà, il m'a manqué ce petit côté épique. Par contre, ce qui était sympa, c'est effectivement de transposer dans un monde qui se change un peu de l'Occident. Moi, j'aime bien, voilà, c'est comme pour le livre Sorcière d'or dont je vous avais déjà parlé. On est dans les légendes jamaïcaines et africaines, et je trouvais, voilà, c'est sympa de découvrir d'autres légendes, d'autres façons de vivre, comment les auteurs amènent ça, comment ils nous font entrer dans leur monde. Ça change, j'aime bien. Ensuite, le deuxième plat, c'était sous ou sur l'océan, poisson frais garanti. Alors, nous avions sirène, pirate bateau. Donc là, j'ai pas eu de mal non plus à choisir puisque j'avais, hop, voilà, bon, bah, décidément, ça veut pas. J'avais dans ma palle aussi Fable, le tome 2. Alors, je crois que je vous en ai déjà parlé dans mon point lecture sur le Tarot Book Challenge, donc je ne vais pas vous en reparler ici. C'est une duologie, donc ça se termine avec ce tome 2 qui est La mer sans nom. C'est chez Rajour aussi, si je ne dis pas de bêtises, c'est de Adrienne Young. Donc on va suivre Fable dans un univers de pirates, de marins. Là, dans le deuxième tome, on va avoir un petit peu plus de complot. Voilà, c'était sympa. Mais comme je l'avais dit sur ma critique, ce qui est un peu dommage, c'est que j'aurais aimé en savoir davantage sur les parents de Fable. Et j'ai vu que sur Livre Addict, il y a un livre qui s'appelle Saint. Saint comme le nom du père de Fable, S-A-I-N-T, qui n'a malheureusement pas été traduit en français. Donc je pense que c'est la jeunesse du père de Fable et aussi de sa mère, du coup. Et c'est vrai que ça manque dans le deuxième, et je me dis mince, j'aimerais en savoir plus sur son père et sa mère. Mais en fait, apparemment, voilà, il y a un livre qui a été écrit en anglais qui n'a pas été traduit. Donc j'aimerais beaucoup, ce serait bien qu'un jour ils le traduisent. Ensuite, le troisième plat, c'est Il était une fois la gastronomie, réécriture de contes, princesse cuisine. Celui-là, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé, donc je vais juste vous le remontrer ici. C'est Bad Queen de Magali Lefebvre aux éditions Noir d'Absinthe, une maison d'édition que je vous conseille parce que je trouve qu'ils ont des pépites. Alors, vous voyez, le livre est très gros, mais il se lit super bien. On est dans une réécriture de contes de la méchante reine de Blanche-Neige, et c'est vraiment bien écrit, c'est prenant. On s'attache beaucoup au personnage, elle s'appelle Violaine, on voyage dans des mondes différents, c'est pareil, c'était bien amené par l'autrice parce que on passe d'un monde à l'autre, ça pourrait vite cafouiller, mais non, pas du tout, ça se passe très bien. Ça commence par le début où on voit que la méchante reine va être exécutée, et où elle doit rencontrer une jeune fille pour lui raconter son histoire. Et voilà, c'était passionnant de suivre Violaine, de suivre ses aventures, ses amours, ce qui l'a amené à devenir cette méchante reine qu'on déteste tous, contre la pauvre Blanche-Neige. Ensuite, le quatrième plat, alors c'est l'assiette Gargantua, suite de saga. Là, j'avais choisi le Tribut des dieux 2, tome 2, Taïra, je crois que je ne sais plus. C'est de Bleu Guillou, c'est aux éditions Hachette. Je vous en reparle pas puisque je vous en ai déjà parlé dans mon bilan du Tarot Book Challenge. Je vais y arriver, voilà. Donc on va passer tout de suite au dessert. Et au dessert, le premier c'était Ice Cream, Dark Fantasy, Enquête, Mystère. Donc là, moi je suis partie sur le côté enquête avec les Disparus de Blackmore de Henri Lovenbruck, qui est décidément un auteur qui écrit dans des genres très différents. C'est chez XO Édition. Alors si ça veut bien se mettre droit, c'est mieux. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Alors, dans une ambiance, ils avaient noté le Lovecraftienne, pardon. J'ai plutôt trouvé que c'était une ambiance assez gothique. On est au début du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale. On va suivre une jeune femme qui est la première criminologue femme de France. Donc, elle a été embauchée par un vieil homme pour venir enquêter sur l'île de Blackmore, qui est une île près des îles anglo-normandes de Guernesey, je vais y arriver, Guernesey et Jersey. Donc entre la France et le Royaume-Uni, cet homme l'a embauché car sa petite fille a disparu. Donc elle a tendance plutôt à appliquer des méthodes assez modernes, mais elle va rencontrer un enquêteur so british
qui, lui, a plutôt tendance à partir vers ce qui est étrange. Alors, il y a une petite touche comme ça de fantastique, d'étrange. On est dans une atmosphère assez gothique parce qu'on est sur une île qui est assez isolée. Les habitants ont une particularité physique. Elle est battue par les vents. Les héros arrivent en pleine tempête. Il y a ce vieux château. Et de l'autre côté, il y a un sanatorium où on ne fait pas que soigner les malades des poumons, mais aussi des fous. Voilà, donc ça crée une ambiance assez gothique et en même temps, il y a énormément d'humour dans le livre. Alors, il faut voir ce que l'héroïne peut sortir comme phrase. Moi, mais j'ai rigolé parce que on parle quand même d'enlèvement, de disparition, on est dans une atmosphère quand même assez sombre et lugubre, et en même temps, j'ai rigolé tout le temps. Parce que les deux enquêteurs se complètent parfaitement, lui n'est pas du tout misogyne, au contraire, voilà, la place de l'héroïne est importante, et elle a un sens de la répartie, on se dit, le gars en face, il n'a rien compris à ce qu'elle lui a dit. De toute façon, elle répond, elle fait des phrases, mais c'est à mourir de rire, elle a un franc-parler, mais c'est à mourir de rire, quoi. Même encore actuellement, une femme qui aurait ce franc-parler-là, je suis pas sûre que ça passerait nickel, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Et j'ai vraiment adoré ces deux personnages. En plus, on va vers d'autres légendes. Je me suis demandé d'ailleurs comment l'auteur allait faire pour parler d'un fait réel qu'on n'a jamais résolu, qui date du XVIIe siècle, des premières colonies qui ont été fondées aux futurs États-Unis par les Anglais, une colonie entière qui a disparu, on n'a jamais su ce qui leur était arrivé. Comment il va faire pour rassembler les deux par rapport à une île qui se trouve, une île anglo-normande? Je me suis dit, mais comment il va faire? On va partir dans de la mythologie sumérienne, asiatique, dans de la démonologie. Enfin, voilà, il y a un mélange des genres, mais qui se marie très bien. Alors, j'aurais peut-être préféré qu'on reste dans une ambiance un peu plus gothique, mais évidemment, pour rester dans une ambiance complètement gothique, il ne faut pas qu'il y ait d'humour. Donc, en même temps, cette partie humour, les réparties des personnages, lui aussi, est à mourir de rire, le second enquêteur. Enfin, c'est voilà. Et j'espère qu'on va les retrouver dans une seconde aventure. C'est vrai que ça se termine d'une façon, on se dit, ça pourrait donner lieu voilà, à un autre roman avec ces deux personnages. J'espère fortement en tout cas que Henri Lovenbruck va écrire un autre roman avec ces deux personnages parce qu'il y a énormément de potentiel pour moi. Ensuite, le deuxième dessert, Spicy Cake. C'est dur aujourd'hui, Spicy Cake. C'est de l'anglais, c'est pour ça, je suis vraiment nulle en anglais. Alors, amour, trahison, complot, urban fantasy. Alors, moi, je suis partie plus dans l'amour. C'est même plus que de l'amour, on est carrément dans de l'érotisme. Voilà, alors il s'agit du tome 2 des Chroniques d'Argal de Leonard Sman. Donc là, c'est les chevaux des dieux. J'avais lu le tome 1. Alors, on est, encore une fois, on est dans de l'héroïque fantasy. On va suivre une jeune fille qui, le premier tome s'appelle le Maître Écuyer Royal, si je ne dis pas de bêtises. On va suivre une jeune fille qui est issue du peuple et qui a un don avec les chevaux. Et elle, c'est un peu, voilà, c'est la jeune fille qui murmurait à l'oreille des chevaux un peu, et elle veut devenir maître écuyer royal, c'est-à-dire servir les princes ou les rois par le biais des chevaux. J'avais bien aimé voilà, cette approche avec les chevaux. Là, alors je ne vais pas trop vous en parler pour ne pas vous spoiler le tome 1. En ce second tome, on la voit partir à la découverte des chevaux des dieux dans un monde plutôt oriental. Voilà, donc avec des décors différents, avec des façons de vivre assez différentes. Alors par contre, je préfère vous prévenir tout de suite, on est dans de l'héroïque fantasy érotique. On est vraiment... Voilà, déjà dans le premier tome, c'était... Voilà, ça tendait vraiment vers l'érotisme. Dans le deuxième tome, c'est complètement assumé. Faut savoir aussi que notre héroïne va subir des choses pas jolies. Voilà, donc ça peut aussi être dur par moment. Si vous n'aimez pas le mélange romantaisie, déjà n'y allez pas. Si vous n'aimez pas trop l'érotisme, je vous dirais non. Après, moi, je trouve que voilà, l'auteur a su bien, parce qu'à la base, c'était pas gagné avec moi, a su bien mettre les deux genres ensemble. Même si parfois on aimerait peut-être qu'il y ait un petit peu plus d'héroïque fantasy, un peu moins d'érotisme, mais bon, en même temps, on voyage avec l'héroïne,
on découvre d'autres mondes et ça c'était vraiment sympa. Il y a 6 tomes en tout. Donc là, je vais les lire, je vais essayer de les lire. J'aurais bien aimé faire un par mois, mais j'arrive pas, je vous avoue, à m'y tenir parce que j'ai beaucoup de services presse. Mais bon, mais en tout cas, ce sera lu, donc je vous raconterai les suites de ces aventures lors de prochains updates lecture. Alors, l'avant-dernier, ah oui, ça c'est celui que j'ai pas réussi à faire, c'était Le Glouton, le pavé roman à dévorer. J'aurais voulu mettre Monstre ordinaire de... alors je sais jamais, c'est J.M. Miro. Qui avait l'air, alors c'était un, en plus j'avais acheté exprès chez De Saxus en relié et tout, enfin il est superbe, bon, mais bon le problème c'est qu'il fait près de 700 pages, j'ai pas réussi à le caser, bon c'est un regret parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de le lire, mais voilà, on va suivre au 19e siècle des enfants qui ont des dons particuliers, ça me faisait penser à Miss Peregrine et les enfants particuliers, mais je pense peut-être avec un côté plus sombre. J'ai 3 livres comme ça reliés de chez De Saxus que j'aimerais pouvoir lire, que je ne trouve pas le temps de lire. Mais bon, peut-être un jour j'y arriverai, je ne sais pas. Enfin, j'aimerais bien ne pas les garder sans s'étendre dans ma palle. Ce serait pas mal. Et ensuite, alors par contre, le dernier dessert, j'en ai pris 2. J'ai pris 2 cafés gourmands. Donc c'est le moment de te faire plaisir, tu choisis. Alors, le premier, très en demi-teinte. J'ai pas accroché plus que ça. J'ai vu que des gens avaient eu le coup de cœur. Moi, je l'ai pas vraiment, j'ai pas apprécié plus que ça ma lecture. C'est Cendrillon est morte de Kyle Baron. C'est aux éditions de Saxus aussi. Le pitch de départ est pas mal parce que on va suivre. En fait, voilà, on est dans le royaume où est né Cendrillon, où elle a vécu, où elle a rencontré le prince charmant, où elle est morte. Voilà. Ça fait 100 ans ou 200 ans, je crois qu'elle est morte. Et maintenant, tous les ans, les jeunes filles doivent se présenter au château du prince charmant et être choisies par un homme. Alors, vous voyez, déjà, ça pue un peu, quoi. Hein. C'est pas elles qui choisissent, c'est les hommes qui choisissent. On va suivre une héroïne qui n'est pas du tout d'accord avec ça, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'effectivement, c'est un peu complètement réducteur pour la femme. D'autre part, parce que ses amours vont ailleurs, qu'elle a envie de vivre ses amours en toute liberté, comme tout le monde. Et malheureusement, la place de la femme, le monde dans lequel elle évolue est très compliqué pour les femmes. Hein. Elles sont rien, elles sont ravalées au rang d'objets. Et vous vous doutez bien que du coup, le conte de Cendrillon d'origine, c'est pas forcément la vérité ni la réalité. Donc on va suivre notre héroïne qui va rencontrer d'autres personnages, qui va en découvrir plus sur la véritable histoire de Cendrillon. Malheureusement, moi j'avais vu le truc venir quasiment dès le début. Je m'en doutais un petit peu. Il y avait du potentiel, l'idée de départ est bonne. J'avoue que j'étais déçue par rapport à ce que j'attendais de ce roman. J'attendais quelque chose de peut-être un peu plus profond, plus travaillé. Là voilà, je m'y attendais. Voilà, il n'y a qu'une chose qui m'a surprise à la fin, mais pour le reste, franchement, je m'y attendais. Donc du coup, ça n'a pas été une grosse surprise. Mais c'est dommage parce que je trouvais que... Après, je dis ça, c'est mon avis. J'ai vu passer sur Instagram des personnes qui ont eu des coups de cœur carrément pour le roman, d'autres comme moi qui n'ont pas aimé. Donc voilà, je dirais à chacun de se faire son avis. Je pense que ça peut plaire à beaucoup et d'autres moins. Donc mon deuxième dessert, ça a été... oui, c'était un plaisir. C'est un roman que j'ai hésité à prendre, à demander en SP, en service presse. J'ai hésité longuement, je vais vous expliquer pourquoi. Et ça a été un coup de cœur. C'est L'Archiviste. Alors, c'est de Alexandra je suis désolée pour le nom. Alexandra Kozelik. C'est aux Forges de Vulcain et c'est vraiment un superbe roman. Alors, pourquoi j'ai hésité et pourquoi je l'ai demandé quand même en service presse? L'histoire m'intéressait puisqu'on parle d'une archiviste. Alors, étant moi-même bibliothécaire, c'est vrai que du coup, ça m'attirait. Qui conserve, donc évidemment, en tant qu'archiviste, elle conserve les mémoires de son pays. Ce qui m'a un petit peu justement fait hésiter, c'est que le pays dont on parle ici, on est complètement dans l'actualité, c'est l'Ukraine. Et effectivement, dans le livre, l'Ukraine est envahie. Alors, c'est pas dit, on ne dit pas par quel pays, mais on sait que le pays a été envahi. On se retrouve dans un futur proche où l'Ukraine a perdu la guerre. Alors, en même temps, je savais qu'il y avait une touche de fantastique, mais qui sert le propos de l'auteur. Et je vous jure, j'ai refermé ce livre, je me suis dit, mais j'arrivais pas à dormir, quoi.
Ça m'a vraiment retourné parce que c'est d'une force incroyable. Voilà, et justement, c'est en plein dans l'actualité. Donc là, on va suivre une héroïne dont on ne connaîtra pas le nom, même si elle parle de son entourage, de sa famille, elle donne leur prénom, mais elle, on ne saura jamais. Elle est donc archiviste et ils ont commencé avec d'autres archivistes à conserver la mémoire de l'Ukraine, hein, c'est-à-dire toutes les folklores, les légendes pour les mettre à l'abri, pour que l'envahisseur ne les détruise pas. Mais peu à peu, les différents conservateurs, les différents archivistes sont soit morts, soit ont quitté le pays. Enfin bref, elle se retrouve toute seule dans ce grand bâtiment où elle conserve voilà, des statues, des parchemins, enfin plein de choses, même des musiques, des instruments de musique. Enfin, voilà, c'est fou tout ce qu'elle garde. Et jusqu'au jour où un homme mystérieux, avec un chapeau noir, on sait que c'est un ennemi, il vient la voir en lui disant « Ouais, mais on va réécrire l'histoire de ton pays ». En fait, voilà, on sait que ce pays, l'envahisseur a gagné, mais maintenant il veut carrément mettre fin enfin, s'approprier complètement le pays en changeant par des petites touches. On voit en plus ce qu'il veut changer dans chaque légende. Alors en plus, on plonge dans les légendes ukrainiennes. Bon, il y a plein de choses que je ne connais pas ce pays. Donc il y a plein de choses que j'ai appris par l'Ukraine, notamment l'importance des Cosaques, parce que c'est un pays qui a connu très peu qui a quasiment toujours été envahi, un peu comme les pays baltes, et qui a eu très peu de temps où il a été indépendant. Et notamment, il a été indépendant pendant un siècle sous le règne des Cosaques. Alors moi, je les voyais un peu comme des guerriers un peu, pas barbares, mais bon. Et en fait, ils avaient réussi à établir voilà, en plus, je crois que c'était, peut-être pas une démocratie, mais c'était quelque chose d'assez, voilà, où le peuple avait droit au chapitre. Donc, je trouvais ça extraordinaire, donc ça remonte quand même des siècles en arrière. Et voilà, et on apprend plein de choses sur l'Ukraine. Et cette volonté de vouloir écraser un peuple en écrasant sa mémoire, on ne parle pas de culture élitiste ici, on parle de la culture de chacun. C'est-à-dire, en France, on a aussi nos légendes, voilà, on a notre hymne national, on a notre drapeau, mais on a aussi nos légendes, on a nos histoires, on a nos habitudes de vie. Et là, c'est ça qu'ils veulent écraser pour en fait détruire toute la culture de l'Ukraine et s'emparer complètement de ce pays, lui faire oublier qu'ils ont été un jour ukrainiens. Et on voit ce que l'homme en noir lui dit, il faut changer ça et ça, mais c'est horrible. Et ça fait peur, ça fait peur. Voilà, ils ont gagné la guerre, mais voilà, histoire de mettre complètement fin à la mémoire de l'Ukraine, à la mémoire de ce peuple, il veut carrément détruire sa culture populaire. Et elle va tout faire pour justement que ça n'arrive pas. Alors là, on a une touche un petit peu fantastique, mais qui était vraiment bien amenée. Je dis qu'il sert le propos de l'auteur. Et ce livre, c'est un coup de cœur. Ça a été vraiment un bonheur de lecture et ça fait réfléchir. Et voilà, c'est un livre magnifique et je vous dis en plein dans l'actualité. Donc voilà, on voit comment on peut soumettre un peuple, mais aussi comment un peuple peut garder la liberté, c'est grâce aussi à sa culture, grâce aussi à ce qu'il est, à ce qu'il aime, voilà, à ses racines. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je sens que mon téléphone va couper. En tout cas, je vous souhaite de belles aventures livresques.